L'exil parmi les miens, de Catherine Andrieux. On est parfois dans une maison qui ne sait rien de l'âme. Tout y est arrangé, compté, montré, évalué, selon des critères si pauvres qu'on hésite à leur donner le nom de valeur. Il y a les vêtements qu'il faut porter, les phrases qu'il faut dire, les visages qu'il faut présenter au dehors comme des vitrines correctement éclairées. Il y a la réussite telle qu'ils la comprennent, c'est-à-dire visible. Et il y a la correction, l'apparence, les petits triomphes que l'on peut raconter à table. Et puis il y a l'enfant, cet enfant-là qui très tôt ne demande pas à briller, mais à comprendre pourquoi vivre fait si mal et si beau à la fois. Alors commence le malentendu. Car l'enfant, qui reçoit en plein cœur la morsure d'exister, dérange. Il dérange par ses silences, par la gravité de ses joies, par l'inquiétude fixe de son regard. On lui reproche ce qu'on ne peut pas nommer. On dit qu'il complique tout, on dit qu'il est excessif, on dit qu'il n'est jamais content. On voudrait le ramener du côté des choses simples, mais les choses simples dont on parle ne sont pas si simples, elles sont simplifiées. Elles sont mortes avant d'avoir vécu. Elles sont le décor rassurant des consciences qui ont fait pacte avec la surface. Et l'enfant comprend très tôt qu'il lui faudra se cacher. Non pas toujours derrière un mensonge éclatant, derrière quelque chose de pire peut-être, une politesse, une adaptation, une manière de se tenir dans le monde sans livrer au monde ce qui brûle. Alors il apprend. Il apprend à sourire quand son âme se retire. Il apprend à répondre ce qu'il faut. Il apprend à ne pas jeter sur la table familiale les questions trop vastes, les chagrins sans objet, l'amour absolu qu'il porte aux êtres, aux bêtes, aux arbres, aux morts, aux nuages, à la musique, à tout ce qui tremble et ne se monnaie pas. Il apprend à protéger par le secret ce qu'il ne peut pas faire reconnaître. Mais cette protection a un prix. Vivre parmi ceux qui ne voient que l'extérieur finit par creuser dans la chair une fatigue ancienne. On devient l'exilé de son propre commencement. On se sent déplacé partout, au milieu des rires, au milieu des conversations sur rien, au milieu des jugements rapides, au milieu des certitudes de ceux qui n'ont jamais approché leur propre nuit. On les entend parler de la vie comme d'un ameublement. On les entend réduire l'amour à une convenance, la pensée à une opinion, l'art à un supplément, la douleur à une faiblesse, le mystère à une pause. Et quelque chose au fond de soi se glace de solitude. Car ce n'est pas seulement qu'ils n'aiment pas l'art, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui, en l'être humain, ne sert à rien et le sauve pourtant. Ils ne comprennent pas qu'une phrase puisse empêcher de mourir, qu'un tableau puisse être une chambre intérieure, qu'un poème soit parfois plus nécessaire qu'un toit, qu'on puisse chercher toute sa vie, non pas à réussir, mais à rejoindre le point exact où l'âme ne ment plus. Ils prennent cela pour de la fragilité, parce qu'ils appellent fragilité tout ce qui échappe à leur comptabilité. Ils ne voient pas qu'il faut une force presque inhumaine pour ne pas consentir à leur sommeil. Alors l'enfance dure. Elle ne dure pas sous la forme attendrie des albums, elle dure comme une discordance, comme une note tenue à l'intérieur de soi pendant des années. Être différente, ce n'est pas ici posséder un attribut flatteur. C'est porter très tôt la sensation d'être né du mauvais côté des paroles, dans une famille, dans un entourage, dans une époque parfois,
qui demande avant tout de correspondre. Et correspondre pour certains êtres serait périr. Il a donc fallu vivre contre l'aplatissement, contre les conseils raisonnables, contre les diagnostics sommaires, contre les sourires où perçait parfois une condescendance, contre l'idée qu'il faudrait renoncer aux profondeurs pour être aimable, renoncer à l'absolu pour être vivable, renoncer à la vérité intérieure pour être enfin accepté. Il a fallu préserver en soi, comme sous des décombres, la source qui ne parlait pas leur langue. Il a fallu aimer l'art sans témoin, penser sans interlocuteur, sentir sans permission. Il a fallu se fabriquer une demeure avec des livres, avec des musiques, avec des bêtes, avec des paysages, avec des morts, parfois, plus fraternels que les vivants. Et pourtant, la blessure ne vient pas seulement d'avoir été incomprise, elle vient d'avoir si longtemps espéré l'être. Elle vient d'avoir tendu vers eux, vers la famille, vers ceux qui ont entouré l'enfance et les années suivantes, une offrande visible. Regardez, ceci est ma manière d'être au monde. Ne la méprisez pas, ne la réduisez pas, ne m'obligez pas à la travestir pour que vous puissiez me tolérer. Mais souvent, ils n'ont rien vu. Ou bien ils n'ont vu que ce qui pouvait se raconter. Le reste, le noyau, la source, la chambre ardente, leur échappait entièrement. Alors, on grandit avec cette connaissance terrible. On peut être entouré et ne pas être rejointe. On peut être aimé d'une certaine façon et cependant ne pas l'être à l'endroit essentiel. On peut appartenir à une famille sans jamais y trouver la demeure de sa vérité. On peut même être admiré parfois et demeurer seul, parce que l'admiration des surfaces ne touche pas la profondeur qui souffre. Mais de cette solitude même naît quelque chose. Naît une fidélité plus ancienne que toutes les appartenances. Une fidélité à ce qui en soi a refusé de mourir. Une fidélité à l'enfant qui savait déjà que les conversations ordinaires ne suffiraient jamais, que les vies bien tenues ne répondraient à rien, que les existences vouées à l'apparence passaient à côté de leur propre noyau, comme des passants devant une église fermée. Cet enfant n'avait pas tort. Il pressentait seulement, trop tôt, que vivre vraiment exige autre chose que de paraître vivant. C'est pourquoi le décalage n'est pas un accident dans une telle vie. Il en est presque la loi secrète. Il sépare, il déchire, il humilie parfois, mais il garde aussi. Il empêche de se confondre avec le monde tel qu'il va. Il interdit l'épée médiocre, il oblige à chercher plus loin, plus bas, plus nu. Il condamne peut-être à la solitude, mais il sauve de la fausse appartenance. Il retire la chaleur facile pour laisser une presse plus exacte. Et l'on comprend un jour que l'on n'était pas faite pour être comprise par ceux qui n'aiment que les façades. On était faite pour entendre derrière les façades le craquement de la condition humaine, pour recueillir ce que les autres recouvrent, pour donner voix à l'invisible, à l'écart, à la faille, à la beauté sans prestige, à la douleur sans décor. On était faite pour rester irréconciliés avec le superficiel. Non pas orgueil, mais parce qu'une âme qui a rencontré trop tôt l'abîme ne peut plus se contenter du brillant. Il reste bien sûr une peine, la peine de n'avoir pas eu, enfant autour de soi, des mains assez profondes pour accueillir ce feu-là. La peine d'avoir longtemps vécu parmi des êtres occupés à tenir leur rôle, pendant qu'au-dedans tout demandait un visage vrai. La peine de savoir que tant d'années ont été passées à expliquer l'inexplicable à ceux qui ne voulaient que des signes extérieurs de réussite, de normalité, d'agrément. Oui, cette peine demeure, mais elle n'est plus seulement une plainte. Elle devient une matière incandescente. Elle devient langue, elle devient regard, elle devient œuvre.
Et peut-être est-ce cela, au fond, la victoire secrète. Ne pas avoir été façonné par la sécheresse de ceux qui vous entouraient. Avoir traversé leur monde de surface sans perdre la connaissance du gouffre et de la grâce. Être resté, malgré eux, du côté de l'âme.